Émission spéciale sur les commerces de proximité et de centre-ville de Chambéry et de la Savoie par excellence. Nous avons plusieurs intervenants qui viendront répondre à un certain nombre de questions. Tout d'abord, un constat à date, les initiatives et solutions attendues et proposées actuellement, et la difficulté psychologique et financière des commerçants et acteurs du CHR. Différents intervenants et tout d'abord nos sénateurs, Martine Berthet et Cédric Vial, sénateurs de la Savoie, Sandrine Garcin et Didier Hervic, coprésident de l'Union commerciale de Chambéry, Stéphane Serra, représentant CHR. Nous aurons aussi en ligne Raphaël Mauric, adjointe au développement économique et l'attractivité locale de Chambéry, et Francis Roux, président de l'association des juges du tribunal de commerce de Chambéry. L'ensemble de ces invités en 30 minutes vont faire un tour d'horizon pour y voir un petit peu plus clair et commencer à semer le chemin pour demain. Tout de suite, la première question revient à Sandrine Garcin. Sandrine Garcin, qu'en est-il de l'aspect économique aujourd'hui dans un centre-ville comme Chambéry avec les commerçants ? Alors, nous avons échangé avec d'autres unions commerciales et il est très clair aujourd'hui que les commerces et les artisans sont en vrai danger économique et c'est un gros problème. Raphaël Mauric, vous vivez Chambéry au quotidien. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'adjointe ? Alors, en tant qu'adjointe, évidemment, là, je me rends bien compte que la situation n'est pas simple pour les commerçants. C'est pourquoi, depuis le début du second confinement, nous essayons de les accompagner au mieux en recensant pour eux toutes les aides possibles. Mais voilà, effectivement, quelquefois, ça ne suffit pas. Alors, on dit que certains commerçants ne s'en remettront pas, Didier Hervic. C'est déjà le cas, certaines fermetures dans certains centres-villes. Et aujourd'hui, vous souhaitez avoir une démarche auprès des élus et même de nos sénateurs qui sont avec nous. Expliquez-nous ce que vous attendez d'eux. On attend un soutien en fait auprès du gouvernement. L'idée est très simple, on n'a rien inventé. On voudrait se servir de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire les plans de redressement pour les entreprises en difficulté, en prenant tous les avantages sans en avoir les inconvénients en définitive. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir échelonner la dette de chaque entreprise pendant 10 ans et la première année qu'elle soit blanche, c'est-à-dire qu'on paye les frais et les charges normales, mais tout l'arriéré, on l'étale sur 10 ans comme un plan de redressement, à 2 ou 3% la première année, 3 ou 4 la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à réserve de meilleure fortune, parce que si on s'en sert de cette crise demain, après-demain ou dans 5 ans, on ne sait pas, personne ne sait à l'heure actuelle quand est-ce qu'on va se sortir de cette crise du Covid. Ça permettrait aux entreprises de pérenniser. On n'est pas tellement d'accord d'accepter la gratuité des PGE, etc., que le contribuable paye pour les entreprises. On ne trouve pas ça tout à fait normal. On ne trouve pas ça normal. Par contre, on est prêt à payer ce qu'on doit, mais il faut nous laisser le temps et les moyens de le faire. On parlera de cette situation aussi avec Francis Roux, qui nous rejoindra tout à l'heure dans cette émission, puisqu'il est conciliateur de justice au tribunal de commerce de Chambéry. Alors, comme nous avons nos deux sénateurs qui sont en ligne avec nous, est-ce que cela est possible ? Est-ce que vous pouvez donner un coup d'élan pour justement arriver à défendre les intérêts qu'attendent finalement les commerçants ? On va laisser peut-être la parole à Martine Berthet. Oui, bien sûr que l'on peut soutenir les commerçants et d'ailleurs c'est bien tout le travail qui est fait actuellement au Sénat, à la fois au sein de la Commission des affaires économiques, mais aussi au sein de la délégation aux entreprises dont je suis vice-présidente. Donc nous avons déjà beaucoup auditionné les représentants des commerçants, mais aussi des tribunaux de commerce. Et c'est vrai que l'idée qui ressort est bien celle-ci, c'est-à-dire de mettre en place un dispositif qui puisse permettre aux entreprises de compiler, en fait, j'allais dire compacter, mais non, compiler la dette. Alors, on parlait il y a un instant de l'avant-Covid, de la dette Covid proprement dite, et puis bien sûr de la relance que les entreprises auront besoin de donner à leur marché, donc de l'investissement futur. Il faudrait effectivement arriver à compiler l'ensemble de cette dette sur 10 ans. C'est ce qui semble paraître bien comme échéance, mais absolument indispensable parce que, oui, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il va être très difficile pour les entreprises de rembourser tout de suite d'emblée cette dette. Il faudra la reprise et ça ne se fera pas tout seul, on en a bien conscience. Cédric Vial, vous êtes à l'avant-pays savoyard, vous êtes cher à votre patrie, si je puis dire, et votre secteur. La proximité, vous connaissez ce qu'il en est pour les commerces de village. Là aussi, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas que les grandes villes comme Chambéry.
Non, mais le sujet est le même et en même temps, il n'est pas unique. Hein. Je rejoins un peu ce qu'a dit Martine. On est mobilisé et on essaye de pousser dans le même sens. Par contre, toutes les situations sont pas identiques dans les commerces de centre-ville, entre ceux qui ont été fermés, comme les restaurants, les hôtels, certains dans le secteur de l'alimentaire qui ont réussi à, quand même, à tirer leur épingle du jeu dans certains cas, et d'autres qui sont entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment impactés pour avoir le droit à certaines aides, mais ils le sont suffisamment pour que leur pérennité soit mise en cause. Donc il y a quand même des situations qui sont inquiétantes, et je pense que l'enjeu, il est vraiment l'effet domino. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de la part de l'État de mettre le paquet, parce que sinon, si on commence à avoir des fermetures de commerce et certains qui ne s'en relèvent pas, on part dans un système ou une crise qui peut être systémique, dont on ne maîtrisera plus la suite. C'est-à-dire que c'est les fournisseurs qui ne seront pas payés, c'est une cascade ensuite qu'on ne maîtrisera pas. Donc je pense qu'on a tous intérêt à mettre le paquet aujourd'hui pour permettre à ceux qui sont en place de survivre et de s'en sortir, parce que derrière, on peut avoir des conséquences qui seraient pires, y compris sur le plan financier pour l'État, qu'un accompagnement adéquat aujourd'hui. La difficulté, c'est que la situation est pas tout à fait la même en fonction des commerces, et que jusqu'à présent, on a eu des dispositifs qui étaient un peu au gros râteau, quoi. Hein. On a ratissé large. On est un peu dans l'urgence quand même. On est un peu dans l'urgence. On est un peu dans l'urgence. Alors, oui. Ce plan de redressement à 10 ans, est-ce vraiment possible? On a demandé à Francis Roux son avis. Vous êtes conciliateur de justice et pas que. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut arriver à redresser cette situation? Ce que je fais, moi, depuis un an, depuis le 20 avril, avec la commission économique de l'Assemblée via une députée savoyarde et après un échange avec le Premier ministre Édouard Philippe, à qui j'avais envoyé un certain nombre de contributions qui sont depuis totalement rentrées dans l'actualité. Donc, il y a 3 contributions qui aujourd'hui me semblent extrêmement importantes d'intégrer dans votre raisonnement. Je ferai simplement un point sur la nécessité de communiquer sur la prévention, les signaux faibles qui amènent un entrepreneur à devoir très rapidement demander éventuellement la protection du tribunal de commerce. Ne pas attendre, et c'est malheureusement souvent le cas, d'attendre que la situation soit totalement irréversible. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui sont sur le plateau, de faire passer cette information sur la prévention, ne pas attendre, premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir arriver à mettre en place un plan sur 10 ans, encore faut-il être en bonne santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes missions, je me préoccupe de la santé psychologique des chefs d'entreprise en grande difficulté. Nous avons mis en place une cellule de soutien et j'ai demandé à l'Assemblée nationale, qui a fait un courrier d'ailleurs aux 2 précédents gardes des Sceaux, Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti, pour généraliser la nécessité de mettre en place dans les tribunaux de commerce des cellules de soutien psychologique pour venir en aide à la personne physique. Les entrepreneurs, parce que redresser une entreprise, encore faut-il être en excellente santé. Le deuxième élément également qui me semble extrêmement important aujourd'hui de développer dans vos réflexions, ce sont les contentieux qui vont se multiplier entre les entrepreneurs, c'est-à-dire la conciliation, les mandats ad hoc, la médiation, ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution des difficultés qui fait partie de la politique judiciaire du XXIe siècle. Et le troisième élément, effectivement, et là on est dans le domaine du législatif, puisque le droit ne le permet pas à ce stade, on est dans le domaine législatif, comme le disait M. Hercy tout à l'heure, c'est la capacité pour une entreprise de pouvoir rembourser sa dette, ces 3 dettes que Madame la sénatrice a réévoquées, la dette pré-Covid, la dette post-Covid, et la dette Covid, pardon, et la dette post-Covid, les besoins d'investissement. Il est indiscutable que ces 3 dettes vont rendre très difficile le remboursement annuel, mensuel ou tout ce que vous voulez de cette dette à partir des résultats des entreprises qui seront inférieurs. Donc il faut donner de la visibilité aux entrepreneurs. On gère aujourd'hui plutôt du quotidien. J'aurais tendance à dire que le pays est un peu neuroleptique actuellement, anesthésié par les aides nécessaires, indispensables, mais qui ont complètement
anesthésie le pays et l'économie de la France. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit de regarder les statistiques pour s'apercevoir qu'on est très en dessous de ce qui habituellement est en procédure judiciaire dans les tribunaux. Donc aujourd'hui, on est dans ce système un peu de somnifère. Ça veut dire qu'à date, on a l'impression que tout va bien, mais on risque d'avoir un rebond derrière qui risque d'être très sévère, c'est ça? C'est exactement ce que disait d'ailleurs le procureur de la République vendredi et le président Dufour lors de son intervention dans le cadre de la rentrée solennelle. Quand on regarde les éléments statistiques dont on dispose aujourd'hui, et pas seulement en Savoie, mais sur l'ensemble de la France, on a l'impression que tout va bien. Donc, c'est tout simplement toutes ces aides indispensables qui sont venues nourrir la trésorerie des entreprises, mais qu'il devra à un moment ou à un autre rembourser également les reports de charges et ainsi de suite. Donc, il faut avoir un diagnostic de cette nature. Et c'est pour ça que depuis le mois d'avril 2020, jusqu'à aujourd'hui, 14h14, c'est-à-dire j'ai reçu à 14h14 un mail de Paris, de l'Assemblée nationale, me disant qu'une commission s'était mise en place, une nouvelle commission d'aide aux entreprises en difficulté, dans lesquelles, m'a-t-on écrit, ce que je viens de vous expliquer est actuellement en cours de discussion. Et j'espère que sur les 3 points que je viens d'évoquer, il y aura du résultat. On va rebondir avec nos sénateurs. Quand on entend les propos de Francis Ron, on peut se dire que c'est quasiment mission impossible tout ça. Martine non, Berthet. je n'ai pas dit pas mission impossible, non. Ah bah quand même, vous êtes quand même assez alarmiste sur le devenir à 10 ans. Il va falloir rembourser et payer tout ça, Francis. Oui, justement, d'où la nécessité d'avoir une vision. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, quels qu'ils soient, c'est d'avoir une vision à long terme. Oui. Comme le disait M. Hervic, retour à meilleure fortune. Les 10 ans, il ne sera pas nécessaire de les consommer si on peut raccourcir ce délai, bien évidemment. Mais aujourd'hui, un plan de continuation dans un tribunal aujourd'hui, c'est 10 ans, avec retour à meilleure fortune si possible. Cédric Vial, dans 10 ans, est-ce qu'on peut relever la tête? Et comment vous allez nous aider en tant que sénateur? Je crois que ça a été dit un petit peu tout à l'heure. Pour prévoir l'après, il faut déjà survivre. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est comment on permet à tous ceux qui sont en place de survivre. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Rowe sur la détresse psychologique. Il y a une cellule qui a été mise en place, mais c'est aussi un vrai enjeu. Mais là, il y a des problèmes de trésorerie aussi dans certains commerces ou entreprises où elles ne pourront pas attendre 3 ou 4 mois supplémentaires. Elles ne tiendront pas. Donc là, il y a un enjeu d'urgence d'abord. Ensuite, je pense que ce que je disais tout à l'heure, les situations ne sont pas toutes identiques. Et la première chose à faire déjà, c'est parce que ça a déjà trop duré. Ce que veulent les commerçants, d'abord, c'est pouvoir travailler et reprendre le travail. Donc, créer des conditions sanitaires ou des protocoles sanitaires qui permettent le plus rapidement possible. Vous avez dit qu'il fallait vivre avec ce virus. Eh ben, mettons en place un protocole sanitaire et au lieu de raisonner par filière, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, raisonnons sanitaire. On laisse ouvert tous ceux qui sont capables de respecter un protocole sanitaire, on ferme les autres. Et je pense que ça, c'est la première chose. Je fais juste une aparté, c'est pas tout à fait le sujet, mais par exemple, sur le couvre-feu à 18h, on peut s'interroger aussi sur les effets de ce couvre-feu à 18h. Moi, je suis partisan d'un couvre-feu à 19h, par exemple, qui permettrait d'être plus favorable peut-être à certains petits commerces, de moins embouteiller les grandes surfaces le week-end et de ne pas avoir d'impact sanitaire fort. C'est une mesure qui semble de bon sens et qui viendrait aider les commerçants et semblerait de bon sens sur le plan sanitaire. Ensuite, peut-être juste lancer une piste. La piste que vous évoquez sur le remboursement d'une dette peut être effectivement une proposition, une piste à faire. Je pense que certains aussi auront peur de se lancer sur un remboursement à 10 ans. Il y a aussi d'autres solutions que des collègues sénateurs ont proposé, c'est notamment de transformer ce PGE en prêt participatif, qui pourrait être aussi une manière, il devra être remboursé, ou il pourra être remboursé, mais de sortir de la dette de l'entreprise et de remonter au bilan de l'entreprise. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent pouvoir être évoquées pour aider ces entreprises qui sont en difficulté, sans leur mettre encore un peu plus la tête sous l'eau. On était déjà dans une logique depuis quelques années de dire il faut aider les commerces de proximité parce qu'ils jouent un rôle important, notamment avec l'action Cœur de Ville sur Chambéry. Mais à quoi ça sert de continuer à mettre des aides pour les aider si on les laisse mourir quand ils sont dans cette situation-là? Avec en plus de ça, quelque chose qui est profondément injuste, c'est qu'ils ont le sentiment que quand on coule parce qu'on a fait une erreur,
Alors, c'est dur à vivre, mais quand on coule alors qu'on n'y est pour rien, c'est quelque chose qui est très très dur à vivre. Et donc je pense que c'est vraiment là à l'État de prendre ses responsabilités dans cette période pour apporter l'aide nécessaire. Alors ils ne retrouveront pas forcément les chiffres d'affaires qu'ils ont perdus, mais au moins pour qu'ils soient toujours en vie à la fin de cette crise et qu'ils puissent redémarrer. Dans certains cas, l'étalement qui est proposé, je pense, mérite d'être étudié. Martine y reviendra peut-être tout à l'heure parce qu'elle fait partie de la commission économique et ça fait partie des options qui peuvent être étudiées. Je pense qu'il y en a d'autres parce que suivant les situations, encore une fois, la réponse ne doit pas, à mon sens, être unique. Des options à la fois techniques et psychologiques, Martine, parce qu'il y a les gérants, mais il y a aussi les employés qui sont directement concernés. Oui, je voulais revenir sur les aides et le soutien psychologique. Donc, il existe des choses, notamment en Savoie, qui ont été mises en place. Par exemple, la CCI a un numéro dédié à l'accompagnement psychologique des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est un point qui est très important et effectivement, c'est à prendre en compte parce que là, on va au-devant, je pense, de beaucoup de problèmes avec les faillites. Enfin, c'est plus le terme exact maintenant, mais en tout cas, les procédures qui vont arriver. Alors, c'est vrai qu'effectivement, et je crois que cela a été dit par Monsieur Roux, il y a eu un arrêt de ces procédures et on se retrouve puisque dans le même temps, des entreprises ont continué à se créer. On se retrouve avec actuellement plus d'entreprises qu'en 2019. Et il faut s'attendre, une fois que cette hibernation que l'on connaît actuellement, c'est un terme un peu, mais sans doute adéquat, une fois que cette hibernation sera terminée, on risque d'avoir effectivement beaucoup de procédures qui vont se mettre en route, beaucoup de difficultés de paiement pour les chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs dettes, de leurs créances fournisseurs également. Alors, par rapport à cela, il y a différentes solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre quand il y a une procédure qui est engagée. Jusqu'à présent, c'est l'État qui est prioritaire pour les dettes fiscales et sociales. Peut-être faudrait-il donner une priorité aux fournisseurs de façon à ce qu'on n'ait pas beaucoup d'entreprises mises en difficulté en cascade. Ça pourrait être une solution. Et puis, je pense, ne pas me tromper, là je m'adresse aux chefs d'entreprise que vous êtes, sans doute y a-t-il pas suffisamment de connaissances par rapport aux procédures de sauvegarde des entreprises. Et je pense qu'il faut peut-être accentuer l'aide, parce que quand on est sur des PME, et encore les PME, là, mais des ETI par exemple, c'est plus facile, il y a souvent un service juridique, ou en tout cas un accompagnement juridique qui existe. Mais dans les TPE et PME, on se rend compte que souvent, enfin surtout pour les TPE, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances par rapport aux possibilités qui existent de mise en sauvegarde. Je me tourne vers Monsieur Roux qui peut-être ne me contredira pas, je ne sais pas. Certainement pas, en tout cas, d'accord. Voilà, donc c'est vrai que là, il y a cette hibernation, puisqu'il y a eu un arrêt total des procédures d'assignation, une baisse de 40% des procédures vis-à-vis des entreprises. C'est les chiffres que l'on a, nous, au niveau de la délégation aux entreprises. Je ne sais pas s'ils sont bien actualisés, mais en tout cas, ça semblerait être le cas. Et je pense qu'il y a une autre mesure à laquelle je tiens beaucoup. On le dit, on le sait, les Français ont énormément épargné pendant cette crise sanitaire, enfin ceux qui le pouvaient, parce qu'on a cette fracture malgré tout de ceux qui ont pu épargner et de ceux qui, au contraire, se sont trouvés en plus grosse difficulté. En tout cas, il y a de l'épargne privée qui existe et je pense qu'il faut absolument mobiliser cette épargne en direction des entreprises avec la création de fonds dédiés de financement, de prêts de trésorerie ou de prêts d'investissement, d'ailleurs pour la relance dont nous parlions tout à l'heure. Donc des pistes, il y en a. Il faut, nous serons, en tout cas au Sénat, et je joins Cédric à mes propos, nous serons au Sénat force de proposition dans ce sens, bien sûr, avec l'Assemblée nationale, chacun aura... il y a sûrement beaucoup de points sur lesquels nous nous retrouverons sur ce sujet qui doit être absolument transpartisan et qui concerne tout le monde.
Sandrine Garcia, vous vouliez rebondir. Oui, je vous remercie. Alors, c'est vrai que concernant toutes les aides, régulièrement, l'Union commerciale fait passer toutes les informations, tout ce qui est aide de la région, la CCI, la CMA. Donc, régulièrement, nous, on fait remonter ces informations. Les aides psychologiques, c'est très bien, mais le problème, si les gens n'ont pas d'argent, l'aide psychologique ne suffira pas. D'où l'importance de soutenir financièrement tous ces commerces en difficulté. Et notamment, je voudrais rebondir sur les commerçants qui sont restés ouverts tout le temps et qui, malgré leur ouverture, ont une grosse perte de chiffre d'affaires et apparemment aucune aide financière. Voilà, donc j'aimerais pouvoir rebondir là-dessus et notamment voir ce qu'on peut faire avec nos élus. Alors, c'est une question qui est très complexe et je pense qu'on n'aura pas un résumé en quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Alors, je veux bien, pardon Cédric, intervenir très rapidement, mais comme reprendre quelque chose d'ailleurs que disait Cédric tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a des généralités pour certains secteurs, effectivement, restauration, café, hôtellerie, la montagne. Il y a des généralités, mais il y a aussi beaucoup de cas particuliers. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes, aux portes d'entrée pour étudier les dossiers et ensuite nous interpeller, nous parlementaires, si rien n'avance, parce qu'il y a des solutions à trouver. Bon, j'ai eu des échanges avec la responsable des sociétés, la responsable nationale des sociétés bancaires. Il y a des choses à trouver, à mettre en place. Donc, chaque cas est particulier, mais il faut vraiment venir frapper aux portes. CCI, CMA, l'agence économique qui est en lien avec la région. Et puis, sinon, les parlementaires, on est là aussi pour faire avancer les dossiers. Autre cas particulier, parce qu'on parle des commerçants qui ouvrent, qui ferment et qui sont en difficulté, mais c'est surtout à la branche CHR. À mes côtés, Stéphane Serra. Vous êtes fermé depuis le mois de mars, quasiment l'année dernière. Enfin, vous avez ouvert un peu l'été, mais là, depuis quelques mois, c'est vraiment statu quo, quoi. Alors nous, on fait partie de... Enfin, pour mon cas précis, je fais quand même de l'emporter. Donc, on a un petit chiffre d'affaires quand même substantiel qui nous permet de faire une bouffée d'oxygène. Mais je voulais rebondir justement sur la disparité qu'il y a au niveau de la restauration, où on peut choisir les 10 000 euros d'aide ou 20% du chiffre d'affaires. Et je veux dire que certains gagnent actuellement plus qu'en temps normal, et d'autres comme moi, qui ont des grosses structures, où on est assez nombreux, eh ben, on sort tout juste la tête de l'eau. Et ça, c'est un petit peu frustrant, parce que du coup, on se bat encore plus que d'habitude, on fait encore plus d'heures que d'habitude, et on survit. Et qu'on voit que d'autres personnes dans le même corps, dans la même corporation, ont beaucoup plus d'aisance. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui? J'aimerais un peu que ce soit un peu plus homogène, qu'on ne gaspille pas de l'argent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les plus petits, mais que ça soit peut-être plus 20% pour tout le monde, plutôt que 10 000 minimum, voire 20%, comme ça vous arrange. Vous sentez une certaine injustice? Une injustice, parce que ça demande à certains comme moi ou d'autres de mes confrères à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'en sortir, et puis que d'autres personnes ont, on va dire, beaucoup plus de facilité et peuvent, on va dire, attendre patiemment. On va peut-être demander à notre adjointe de Chambéry de nous dire qu'est-ce que peut faire une ville comme Chambéry pour aider justement les commerçants, le CHR. Pour l'instant, les marges de manœuvre d'une ville comme Chambéry sont très restreintes, à part retravailler effectivement la question des droits de terrasse, on en a déjà parlé. On travaille plutôt sur l'avenir, donc on va se projeter notamment avec Monsieur Serra très bientôt, on va travailler avec les services d'attractivité commerciale sur les animations de l'été, voir comment on peut organiser pour accompagner au mieux le devenir. Mais les aides financières, effectivement, ne sont pas du ressort de la mairie. Nous avons accompagné, nous accompagnons depuis le deuxième confinement tout l'UCA et aussi les restaurateurs en leur
faisant part de toutes les aides qui existent, de toutes les possibilités pour eux. Mais c'est vrai que nous n'avons pas d'argent. Moi, je tiens à rebondir sur une question que je trouve vraiment importante et Sandrine Garcin trouve que ce n'est pas tout à fait le cœur du sujet. Moi, je pense qu'au contraire, c'est vraiment le cœur du sujet. Moi, je pense que quand on se met à son compte, c'est pour vivre de son travail. Et que dans la dimension d'aide, l'aide psychologique est, ma foi, je pense, tout aussi importante que l'aide financière. Je ne dis pas que l'aide financière n'est pas importante, hein. Bien sûr qu'il faut faire survivre les entreprises, loin de moi l'idée de penser le contraire, mais quand on ne peut plus vivre de son travail, on voit bien le sujet des agriculteurs depuis de nombreuses années, c'est quand même très crucial. Donc je pense que ces cellules d'aide psychologique sont très importantes. Et également, je soutiens, moi, la proposition tout à l'heure d'un couvre-feu plutôt à 19h, qui permettrait, y compris aux restaurateurs qui font de la vente à emporter, de pouvoir travailler le soir. Je ne suis pas sûre qu'une heure fasse une grosse différence, d'autant que la Savoie, après avoir été le moins bon élève, est devenue un des meilleurs. Donc je pense qu'on sait faire en Savoie sur les normes sanitaires. Très bien, merci pour cette intervention. Francis Rowe, dans 10 ans, les choses peuvent redevenir normales. Vous êtes convaincu, enfin, vous faites tout pour nous expliquer les possibilités. Alors, je rappellerai que l'Association des juges a conventionné avec la CCI, le BTP et la CPME. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer André Mollard vendredi. En fait, notre objectif, au-delà d'aider les chefs d'entreprise en grande difficulté, c'est également, et je rappelle, de faire de la prévention. D'accord ? C'est très important, la prévention. Savoir, moi je dis souvent, un dirigeant doit avoir à la fois un microscope et une longue vue. Il doit être capable de gérer le quotidien, de discuter avec son personnel, d'avoir cette espèce de don d'ubiquité du lundi et de savoir raisonner sur 10 ans. Aujourd'hui, les entreprises raisonnent. Ça, c'est sur le papier, mais le mental et le moral, l'avoir tous les jours, c'est compliqué, Francis Rowe. 10 ans, c'est rien dans la vie d'une entreprise. Et notamment lorsqu'il s'agit de rembourser des emprunts. L'entreprise aujourd'hui, simplement là, on est dans un contexte hors norme qui compile un certain nombre de dettes, donc qui risque demain de voir des entreprises aller dans des procédures collectives. Et moi, ce que je propose, c'est d'éviter d'aller vers des procédures collectives. Parce que je rappelle qu'une procédure collective, quand on nomme un administrateur et un mandataire, c'est de l'ordre de 50 à 60 000 euros par an. La justice commerciale n'est pas gratuite. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est dans le domaine du législatif. Les 10 ans, c'est pour que les chefs d'entreprise puissent retrouver une forme de sérénité, une sorte de forme de confort qui va leur permettre d'avoir de la distance devant eux pour pouvoir se redéployer dans les meilleures conditions avec leurs équipes, leurs produits et leur marché. Voilà. Donc, il faut leur épargner d'avoir à devoir... Quand j'ai entendu des interventions à la tribune de l'Assemblée nationale où, justement, cette commission économique proposait 10 ans, le ministre proposait 6 ans. Donc, on n'est pas très loin d'arriver à ces 10 années qui permettront, justement, à des chefs d'entreprise, que ce soit des petites ou des moyennes, d'avoir cette espèce de visibilité, cette longue vue nécessaire pour discuter. Alors tout ça nécessite bien sûr une organisation législative avec des comités d'experts éventuellement par département capables de vérifier la sincérité de la demande, évidemment. Il ne s'agit pas de distribuer, comme ça a été fait avec le PGE, tous azimuts, et aujourd'hui de savoir que beaucoup d'entreprises n'auront pas la capacité de rembourser ce PGE, malheureusement. C'est triste à dire, mais il faut avoir un diagnostic de cette nature pour pouvoir guérir. Pour guérir, il faut avoir les médicaments. Et les bons. Le message est clair, Francis Rowe, merci. Oui ? Quelqu'un voulait rebondir ? Bon, moi, je veux bien, bonjour. Quelques mots, parce qu'on a dit effectivement beaucoup de choses. Je pense que l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que personne ne meure en attendant les secours. Hein. Parce que le pire, ce serait de laisser mourir quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Ouais. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je crois que les aides avaient été versées assez rapidement l'année dernière. Là, c'est un peu moins le cas et on voit qu'il y a des difficultés importantes qui sont liées au retard dans ces aides. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est notre enjeu. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi dans les situations, collègues qui représentaient l'hôtellerie et la restauration le disaient tout à l'heure, il faut aussi penser à ceux qui ont repris une affaire dans l'année.
ont acheté un fonds de commerce ou qui ont créé leur affaire, qui se retrouvent complètement démunis. Des fois, ils ont mis toutes leurs économies et un projet de vie dans une affaire, et ils vont mourir des fois en ayant tout perdu avant d'avoir même pu démarrer leur activité. Ça, c'est un deuxième trou dans la raquette sur lequel il faut absolument qu'on ait une réponse. Et enfin, je pense qu'il faut être clair aussi. Hein, on va pas pouvoir rattraper tout le monde. Hein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de rattraper les pertes de chiffre d'affaires de tous les commerçants. On essaiera de leur donner les moyens de rebondir derrière par des dispositifs qui seront des dispositifs locaux. L'objectif, c'est de les aider à survivre. Hein. Il y aura des pertes de chiffre d'affaires, c'est comme ça. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse redémarrer et qu'on puisse redémarrer en se mettant un minimum de dettes sur le dos, donc soit parce qu'on va pouvoir les étaler, soit parce qu'on va pouvoir les transformer, mais il faut les aider à passer ce cap-là et ensuite les aider à redémarrer en étant clair avec eux. On ne pourra pas aider à retrouver le niveau de chiffre d'affaires qu'ils avaient habituellement. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est s'assurer que personne ne meurt de cette crise pour des décisions qui sont pas de leur fait. Hein, et c'est pour ça que c'est le rôle de l'État d'apporter cette aide-là et de l'apporter à tout le monde. On a apporté des aides un peu larges. Maintenant, il y a des situations qui sont passées au travers des mailles du filet et il faut aider ces gens-là. Et il y a urgence. Il y a urgence maintenant parce qu'il y en a qui vont mourir en attendant l'ambulance. Didier Hervic, il y a justement urgence. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de nos sénateurs et du monde politique aujourd'hui ? De l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui, je les en remercie. On a pu avoir des pistes différentes desquelles on pensait, mais on retient bien que le commerce est très fragile. Commerce et artisanat de proximité, c'est le plus gros employeur de France. Si les magasins ferment, si les dépôts bilans ferment, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la rue et au chômage. Donc la problématique est très importante. Et je remercie aussi M. Vial et Mme Berthet de prendre en conséquence ces demandes et de trouver des pistes différentes. Mais comme disait M. Vial, il y a urgence. Il ne faut vraiment pas perdre de temps parce que chaque commerce qui ferme met en péril son voisin. Il faut savoir, on se tient tous les uns les autres. Le fait que le CHR, café, hôtel, restaurant, soit fermé, ça impacte le commerce de proximité, forcément. La ville du centre-ville, tout simplement. La ville du centre-ville, voilà. Donc c'est très, très important. On se tient tous les uns les autres. Et on voit bien que quand il y a au premier confinement, on voit bien que quand la ville, tous les commerces sont fermés, il n'y a plus de ville, hein, c'est terminé. Donc le social est là et ça va bien plus loin que dans le commerce. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de l'aide que vous pouvez porter. Oui, Martine, je voulais parler. Pardon. Oui, je pense, Didier, excuse-moi, si je peux rajouter quelque chose, il y a une piste dont nous n'avons pas parlé encore, qui est la piste de l'effacement des loyers par le bailleur en échange d'une prise en charge de la moitié de ses loyers. Alors, ce qui a été voté, ce qui a été mis en place en 2020 n'allait pas suffisamment loin. Il y a donc la loi de finances de 2021 qui a été suivie d'un décret fin janvier qui précise un petit peu mieux les choses, mais ce n'est pas encore suffisamment bien au point parce que je pense que là, ça pourrait être une aide très intéressante. Il faut bien sûr que les bailleurs acceptent de jouer le jeu, mais plutôt que de perdre carrément leur location, pourquoi ne pas pouvoir bénéficier donc de ces 50% de crédit d'impôt? Mais il faut que ce soit sur le long terme parce que le faire sur 2 mois, ça n'est pas suffisant. Il faut que ça puisse être sur le long terme quand la situation économique de l'entreprise le justifie. Ensuite, juste, cet échange que nous avons là aujourd'hui tombe bien à point parce qu'avec la délégation aux entreprises, nous recevrons jeudi matin le directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances, Monsieur Thomas Courbe. Donc, je ne manquerai pas de lui faire les retours de nos échanges aujourd'hui. Voilà, dans ce long format, vous voulez aussi indiquer que vous souhaitiez, en tant qu'Union commerciale et artisanale de Chambéry, inviter les sénateurs sur place pour échanger avec d'autres représentants, puisque souvent on dit c'est tout le temps les mêmes personnes que l'on voit à l'écran. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerçants qui, en ce moment, n'ont pas vraiment envie de s'afficher. Oui. Le moral n'est pas au plus haut. Et puis, annoncer ces choses-là, ce n'est pas toujours évident non plus au niveau du grand public, puisqu'on est là pour les attirer aussi dans les commerces. Tout à fait, c'est vrai que si on pouvait avoir votre visite, je pense que ça leur ferait beaucoup de bien et de pouvoir échanger
chaque personne, Ville. avec chaque cas différent, effectivement. Donc, Cédric Vial, Martine Berthet, l'invitation est lancée. Bien volontiers, bien volontiers. En tout cas, merci à toutes et à tous pour ce point à date. C'était nécessaire de poser, je dirais, les bagages et de réaliser un tour d'horizon. Bien sûr, on l'a fait avec l'Union commerciale de Chambéry, mais on pense aux Vallées, la Tarentaise, la Maurienne, l'Avant-Pays savoyard. Tout le monde est concerné parce que quel que soit le format de sa commune, eh bien, tout le monde subit cette crise de plein fouet. Et comme je dis souvent, défendons le circuit court et le commerce local. Donc vous qui nous regardez, chers internautes qui n'êtes pas dans le commerce, eh bien allez chez les commerçants. Ils vont quand même garder le sourire pour vous accueillir. À très bientôt. Oui, un dernier mot. Raphaël. Oh, moi, je voulais juste vraiment remercier l'Union commerciale et artisanale. Donc, il y a 2 coprésidents ici, il y en a 2 autres qui sont restés à Chambéry, pour les actions qu'ils mènent, qui sont collectives, qui sont pour tous, et qui sont sans notion de rue, de partisanerie, ou quelle qu'elle soit. Voilà, pour qu'on avance tous ensemble et qu'on sauve nos commerces. Moi, je suis très fière de travailler avec eux. Merci. Merci à vous tous. Bonne continuation. À bientôt sur Savoie News.